Bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le programme Horizon Europe et plus spécifiquement aujourd'hui sur le cluster 5 climat, énergie, mobilité du pilier 2. Ce webinaire fait suite à l'événement français de lancement du programme Horizon Europe qui s'est tenu le 20 mai et il s'inscrit dans un cycle de webinaires d'une quinzaine de jours dédié à la présentation détaillée du programme Horizon Europe. Je me présente, je suis Annabelle Rondeau, représentante au comité de programme du cluster 5. Avec moi pour animer ce webinaire, Pierre Pacaud, également représentant au comité de programme du cluster 5, ainsi que Benjamin Viniger, point de contact national climat-énergie pour le cluster 5, et Jean-Marc Zaccardi, également point de contact national transport pour le cluster 5. Quelques rappels d'usage avant de débuter. Comme indiqué dans le mail que vous avez reçu hier, le webinaire est enregistré, ce qui fait que vous pourrez le revoir et le réécouter à loisir. Les présentations proposées aujourd'hui seront également disponibles en ligne. Dès que l'enregistrement et les présentations seront en ligne, vous recevrez un email pour vous en informer. Pour les questions que nous espérons nombreuses, nous vous invitons à utiliser le chat. Et pour les questions qui malheureusement n'auraient pas pu trouver réponse durant ce webinaire, nous tâcherons d'y répondre par mail. Au programme donc du jour, outre mes propos introductifs, vous aurez donc une présentation du cluster 5, du contexte dans lequel s'inscrit ce cluster, ses objectifs, de Rosaline van der Vlie, directrice au sein de la Direction générale Recherche et Innovation de la Commission européenne. Vous aurez un tour d'horizon de ce cluster avec ses destinations et ses appels à propositions faites par Pierre Pacaud et moi-même. Et puis, vous aurez le témoignage d'une entreprise et de sa participation à H2020, donc programme qui a précédé Horizon Europe, par Yannick Bian de Chantier Bretagne Sud. Et puis, une présentation des points de contact nationaux climat, énergie et transport pour à la fois vous présenter les membres de ce nouveau dispositif et leurs projets pour les semaines à venir afin de vous aider à répondre au mieux aux appels à propositions du cluster 5, donc avec Benjamin Viniger et Jean-Marc Zaccardi. Et le mot de la fin reviendra donc à Pierre Pacaud. Merci à tous les intervenants et les intervenantes du jour, de leur disponibilité, de leur présence. Je remercie également les organisateurs de ce webinaire que nous espérons éclairant, instructif et dynamique. Merci à vous tous aussi d'être nombreux aujourd'hui. Entrons donc dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, avec la présentation générale du cluster 5 par Rosaline van der Vlie. So, Rosaline, thank you very much for joining us today and spending time from French community. We really appreciate it. So, Rosaline, the floor is yours. Thank you very much. Merci beaucoup et bonjour à tous et tout le monde. Je dois m'excuser parce que je parlais pas trop bien le français pour l'instant. Je parlais mieux avant parce qu'en fait, j'ai étudié une année à Aix-en-Provence. C'était une des plus belles années de ma vie, je dois dire. Mais je m'excuse que ce sera un petit peu difficile aujourd'hui de continuer en français pour moi. Donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus que je vais switcher maintenant en anglais. So, good afternoon, everybody, and it's a real pleasure for me to be here. And I also would like to start by congratulating the organizers for organizing this event, which I think is truly very, very timely. And we are at a very important moment in the European Commission, not only with respect to Horizon Europe and the forthcoming work programme, but also with respect to the policies that the European Commission and the European Union is now leading. And it will be my pleasure to give you a bit of a policy context also to the work of Cluster 5. And it will be without any surprise that I will start with the European Green Deal. I'm sure you're all very familiar with the European Green Deal, which has set the ambition for the European Union to become the first climate neutral continent by 2050. So this is really about European leadership. And the European Green Deal is not only about reducing greenhouse gas emissions, it's actually also a growth strategy for the European Union. So it's also about creating jobs. It's also about innovation. And our president, Mrs. von der Leyen, has said when presenting the European Green Deal that she sees this also as a Marshall Plan for the European Union. So it's basically to recover from the crisis and to build back greener. So what we would need to do is we need to move from a sustainable competitiveness
to comparative sustainability in the European Union. And later this year, actually in 1.5 months, mid-July, the Commission will present a very comprehensive package of legal measures, which we in the Brussels bubble, we call the Fit for 55 package. And this will basically revising 12 pieces of existing legislation, including the emission trading scheme, the energy efficiency directive, renewable energy directive, and energy efficiency taxation. So this will be a huge package with many legal proposals to make sure that Europe is on this track of reducing the emissions, so 55% emission reduction by 2030, on the way to the full climate neutrality by 2050. Another very important context is our industrial strategy. And I already mentioned before that we need to go towards a competitive sustainability for Europe. And this is why the European Union on the 10th of March has presented an updated industrial strategy to also take into account the lessons that we have learned from the COVID crisis. And in this industrial strategy, this is really the idea to support the twin transitions, so the digital and the green transition that we are in Europe, but also to make sure that our industries can compete globally and to enhance our open strategic autonomy. It is very clear that the crisis has led to a decline of the economy, and also, of course, in particular, our small and medium-sized enterprises have suffered a lot. So with this industrial strategy, the Commission wants in particular to support the small and medium-sized enterprises as the backbone of our economy. And it has identified 6 strategic areas where the European Union is dependent on third countries. And among these areas, we have critical raw materials, but also batteries, hydrogen, semiconductors. And there are 2 specific tools that the European Commission is proposing to enhance the competitiveness of the industry. First of all, it is to work more with industry players through alliances. We have already established an alliance with the battery sector, also more recently with the hydrogen sector, and one of the new alliances that also Commissioner Breton has been proposing is an alliance with the aviation industry. And it's very clear that these alliances will need to work very closely together with the work that we have been doing under the European Union Research and Innovation Programs, so Horizon 2020, but also the work that we have been doing in the Horizon 2020 partnerships, to make sure that we have a seamless cooperation between the investments that we have been making in the European Union in research and innovation, to make sure that this is translated into also competitive advantages for our European industry. Another very important context that I would like to highlight here is the European research area. In the end of last year, the Commission has presented a new policy document where we really want to strengthen the European research area. We want to make sure that the researchers in the European Union can work more closely together. And the Portuguese presidency last week has adopted Council conclusions on enhancing also the research careers for the researchers that are in the European Union. A next step that we will be doing in the context of the European research area is to develop together with the European industry common industrial technology roadmaps that would really be able to link the investment agendas that we are having at the European level, also with the national level. And finally, the last very important strategy that I want to mention here, which is of course highly relevant as well for Cluster 5, is the Smart and Sustainable Mobility Strategy. And it's very clear that mobility and also energy play a crucial role in our path towards a green and digital transition and the European Green Deal. And the Smart Sustainable Mobility Strategy has set more specific targets in the area of mobility that we want to achieve. Overall, we want to reduce 90% of transport-related emissions, and there are specific targets, for instance, to double the rail transport by 2030, and also to make sure that we will have 30 million zero-emission vehicles on our European roads by 2030.
So overall, a very ambitious policy context. And of course, I'm sure you will all agree with me that research and innovation plays a crucial role if we want to achieve all these very ambitious policy objectives. And I'm very proud to say that with Horizon Europe, we are now the biggest framework program, the biggest research and innovation investment program in the whole world. We have 95.5 billion euros to invest in research and innovation in the European Union in the coming 7 years. This budget is 30% higher than Horizon 2020, the predecessor, and we have committed ourselves to spend 35% at least on climate action of Horizon Europe. Horizon Europe brings also a more entrepreneurial approach, an entrepreneurial-minded research and innovation policy for the European Union. And this is reflected by three elements in particular. The first one is this cross-sectoral approach. You've seen a big change compared to the societal challenges in Horizon 2020, that we now have an integrated cluster for climate sciences, energy and mobility. And within the European Commission, this has really led to a situation where we are working much more closely together with our colleagues in the different departments. And we believe that having this integrated cross-sectoral approach, we will in the end deliver much more impact with our research and innovation activities. The second novelty is that we want to rationalize the partnerships that we are having with the industry. And there a very important keyword is the openness of the partnerships. In the past, the partnerships were sometimes perceived as a bit of closed clubs where usual suspects were working together. So a very important point for the Horizon Europe partnership is that they will be open to all the interested partners. Another very important novelty, and I will say a bit more about this later, is the synergies between the different partnerships. Because of course we are very proud that we have such an ambitious budget for research and innovation in the European Union, but we want to make sure, of course, that the activities of the partnerships work better together in order to maximize also the impacts of the budget that is available. And finally, we have new instruments, and I'm sure you're all familiar with this. We have the European Innovation Council, and the European Innovation Council is really there also to bridge the famous valley of death that exists. You know that we are very good in the European Union on excellent science. We are a scientific powerhouse. This is something that Pascal Lamy has said when he was helping us with the evaluation of Horizon 2020. But we are less good in really translating then the scientific excellence that we have in the European Union also in a commercial success for our companies. And this is something that with the European Innovation Council, we really want to help, in particular, small and medium-sized companies to quickly scale up the breakthrough innovations in the European market. The other novelty are, of course, the Horizon Europe missions. And in my Clean Planet Directorate, we are responsible for the cities mission that aims to have at least 100 climate neutral cities by 2030. And I believe that with the cities mission, it will also help to make sure that the activities that we are launching, not only on Horizon Europe, but also other European programs, will be able to fit much better together towards a common goal. Now, let me end by saying a few more words on the synergies. I already mentioned the first synergies that are important are, of course, the synergies between the different Horizon Europe instruments. So, for instance, we have set up an interpartnership assembly on hydrogen that is trying to bring together all the Horizon Europe partnerships that are relevant for the topic of hydrogen, and we try to identify common areas where we can possibly also launch, for instance, joint calls. Apart from the synergies between the Horizon Europe instruments, we also need to be much more synergetic with the activities of the industry beyond Horizon Europe and beyond the Horizon Europe partnerships. And this is why the alliances that I mentioned before, that are launched in the context of the industrial strategy, are very important. And there we are very much working together with our colleagues in our Directorate GROW, who are responsible for these alliances, to make sure that the work of the alliances build
on the results that we have achieved on research and innovation. Finally, also the synergies with other the more deployment programs. And again, this is about taking the opportunity to deploy on the market the technologies and the new solutions that we have invested in through Horizon Europe. This is why Horizon Europe has actually a dedicated annex on how the program can work better together with the other European Union programs. But of course, this is on paper. Now we need to make sure that we move from synergies on paper to synergies in practice. So, for example, to make sure that through the structural funds or through the innovation fund, we can support the deployment of innovative solutions that have been already developed through research and innovation activities. And finally, of course, it is extremely important that we connect the dots between the national level and the European level. And the Recovery and Resilience Facility with the national plans offer a great opportunity to make sure that we move to a deployment of innovative solutions. The Recovery and Resilience Facility can also be used to support the Horizon Europe partnerships, for example, or the Horizon Europe missions. So we really hope to see a lot of synergies also between these national plans and the activities of the EU Framework Programme for Research and Innovation. And finally, we need to align more the strategic research and innovation agendas between the European level and the national level. An example there is that the state representative groups that will be established under the institutionalized partnerships under Horizon Europe will offer a great forum for discussion, but also in the context of the European research area, where we will be defining together technological roadmaps. It's a great tool to make sure that we align the European level with the national level when it comes to really defining the strategic priorities on research and innovation for Europe. So I will stop here. I hope that it was comprehensible, and I'm very much also looking forward to taking questions and the subsequent discussion. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you so much, Rosalinde. Thank you for this very enlightening introduction of Horizon Europe. It was very clear, and I don't know if we have any questions. Benjamin, our participants have some questions for Rosalinde? In the chat, we had only more technical questions. So I think you were very clear, but I give back the torch to you, Pierre, if you have some questions. Yes, I have one. I have one. We have the opportunity today to present these topics to the French stakeholders. What may be perhaps one or two advices you can have for our French stakeholders in order to participate more efficiently or as much as possible and to have success for this new program? Yeah, that's a very good question, Pierre. Thank you so much for that. Let me first say that, I mean, formally, procedurally speaking, unfortunately, the Horizon Europe work programs are still, as we call it, in the oven. So they're still being cooked. But we really hope that we will also be able to publish these work programs ahead of the RNI days. This is our annual conference that will take place on 23rd and 24th this month. So we hope that we will also have the official publication of the work programs before that day. One of the things that I think is extremely important is this real shift in Horizon Europe to an impact focus. And I think this is not by accident. I think if you look at the very ambitious policy objectives that we have, I think, it will not be too dramatic to say that the future is now and that we need to make sure that we invest in the right research and innovation activities today to make sure that we will be climate neutral in 2050. So I think from that perspective, I think it is really important for the French stakeholders to take into account this impact-focused approach. Another thing is that with Horizon Europe, the way we drafted the work programs, we try to be less prescriptive. So to really give much more freedom to the interested beneficiaries and the consortia to really define themselves, where they see they can have the best contribution to having this impact.
And I think that's another very important element to take into account. So we try to be less prescriptive, so to give more freedom to the consortia to define themselves how they think that with the project the biggest impact can be achieved, taking into account also the time scale that we are working on, and the targets that we have set ourselves as European Union, because I think on many aspects we want to be really a front runner. Of course, another element I already mentioned in the context of the partnerships, but it goes, of course, for the entire Horizon Europe program, is the openness. And there I would really invite the French stakeholders to maybe also look beyond, like the usual suspects of partners, and to see, to partner up also with maybe some unusual suspect partners. And I think there also the Research and Innovation Days will be an opportunity to learn more, and maybe also to network, like will be in the RNI Days. And to broaden the scope of the consortia there. I think that would also be very useful. So I think that would be my 15 cents on how to maximize. But I think in general, I think France can be extremely proud of the excellence that already exists. And I also think if you look at the track record of the French stakeholders in previous programs, I think this is really very impressive. So I have no doubt that France will, as we are used to from the French community, be very successful in Horizon Europe as well. Thank you, Rosalinde, for your announcement. So we will try to have in mind and remember the idea of the impact, the creativity, and your call to reach the whole ecosystem of French stakeholders for Horizon Europe. Thank you so much, Rosalinde. If I may, Pierre, just because Yes. while you were talking, a few questions were actually raised. I don't think we have time to target them all because we have a schedule to follow, but we will come back to it later. But the question that I think interests a lot of people is actually to know the official dates of the publication of the work program for Cluster 5. Okay, so the official dates, it will be at the latest on the 22nd of June. But we are trying to speed up. But as I said, the Commission kitchen, there are many cooks there. So sometimes it's a bit difficult to speed up the process. So anything earlier than 22nd of June will be a big success, at the latest 22nd of June. Have we got other questions, Benjamin? If we have Perhaps time for an additional one question. more, maximum one more, or perhaps not. I don't know. You tell me. Okay. So one question was about the expectation towards the TRL level for this new period. Is that the work package targets like a specific TRL level? Well, I mean, in line, of course, with the basic Horizon Europe regulation, the idea is that we cover, a broad range of TRL levels. And this is something also in the context of the negotiations of the framework program, something that many member states emphasized, that it's important to cover the full range of TRL. I have to say that when it comes, for instance, to the European partnerships, there we have been pushing much more than in the past to focus really on large-scale demonstrators. And this is again linked to what I mentioned before. I mean, we have now a very ambitious policy objectives. So also to have more impact in certain sectors, like for aviation, we really try to focus at least the first activities of the forthcoming partnership on aviation, on high demonstration projects, so higher TRL than in the past. But on Cluster 5, with the collaborative projects, we plan to cover the full range of TRL levels there. But I'm sure, Pierre, you will be able to say a bit more on that as well when you go into the depths of Cluster. Exactly.
Thank you so much, Rosalinde. Thank you for your participation. It's very appreciated, as said Annabelle. You are very welcome to stay with us if you can, but I know that you are very busy for the on the current issues. So thank you so much one more time, and thank you for the very good collaboration we have together between national and between European national delegates and with the European Commission. Thank you so much. Thank you so much, Pierre. And it was indeed a very big pleasure collaborating with you and the colleagues. And I wish you a very successful event. And again, congratulations for the timing as well. I think it's a very timely event. Thank you. Thank you. Bye. Nous prenons la suite. Nous prenons la suite avec, alors du coup, une présentation vraiment très courte du cluster 5 climat, énergie, mobilité. Avec alors ce graphe que vous connaissez sûrement pour ceux qui s'intéressent déjà à Horizon Europe, avec un budget total de Horizon Europe, tout instruments confondus, de 95,5 milliards d'euros, avec 4 grands piliers, 3 piliers verticaux, le pilier 1 qui s'attache plus aux aspects plus amont, le pilier 2 dans lequel nous allons rentrer en partie en détail, qui correspond aux problématiques mondiales et de compétitivité industrielle, dans lequel il y a le cluster 5, climat, énergie et mobilité. Ce pilier fait 53 milliards d'euros et 15 milliards d'euros sur la partie climat, énergie et mobilité. Et le pilier 3, plutôt les actions aval et notamment le soutien à l'innovation. Là, le pilier horizontal, on va dire, nous concerne directement un petit peu moins, puisqu'il s'agit d'élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche, assez tourné aux pays du widening, donc aux pays nouvellement inclus dans la, enfin nouvellement ou dernièrement inclus dans l'Europe. Donc le cluster 5 du pilier 2. Alors, les principaux objectifs, on l'a vu avec Rosalinde, à savoir favoriser l'action en faveur du climat et améliorer la compétitivité de l'industrie, de l'énergie et des transports. Le but un peu ultime, c'est bien la neutralité climatique que l'Europe vise pour l'ensemble des territoires d'ici 2050 et qui est bien sûr appuyé, comme on l'a vu, par des soutiens politiques et par des actions et des décisions qui ont été prises et que vous connaissez bien. Alors, en fait, on voit bien, c'est la neutralité climatique n'est pas tout, c'est un fort enjeu, évidemment, qui structure beaucoup des actions qu'on a dans le cluster 5, mais qui doivent être conjuguées également avec des enjeux de compétitivité, notamment de compétitivité industrielle, et notamment les aspects numériques, puisque en fait, le Green Deal inclut aussi un volet numérique assez fort, et la Commission envisage vraiment la conjugaison de la partie transition numérique et transition environnementale de façon très liés et de générer une croissance fondée sur l'innovation et l'inclusion. Les aspects sociaux ne sont jamais très très loin. Alors en fait, dans la structuration du cluster 5, on voit qu'il y a 6 destinations. Ce qu'on appelle une destination, c'est en fait un ensemble de cols. C'est la façon dont finalement on a structuré l'ensemble des appels à projets, car on va parler cet après-midi que d'appels à projets, sur les aspects de climat, énergie et mobilité. La destination 1 est très ciblée sciences du climat. Sciences du climat, ça ne veut pas dire l'ensemble des actions relatives au climat, évidemment, mais la meilleure connaissance finalement des enjeux clés du système Terre et des évolutions, de la connaissance de cette évolution, avec tous les travaux qui doivent être faits notamment par la communauté scientifique. La destination 2, qui est, on va dire, à la croisée des chemins et en particulier des actions du cluster 5, avec des actions, on va dire, transverses, et avant tout entre l'énergie et les transports. La destination 3 et la destination 4 qui visent la partie plus énergie, Annabelle va vous en parler, de même que la destination 1. Donc on est sur l'offre et la demande en termes d'énergie, l'offre plutôt sur la destination 3 et la demande plutôt sur la destination 4. Les destinations 5 et 6 sont plus ciblées sur le transport et la mobilité de façon générale. La destination 5 plutôt sur les modes de transport. On va passer en revue l'ensemble des modes de transport. Et la destination 6 sur les mobilités de façon générale et notamment la mobilité servicielle. C'est plus ciblé sur ces aspects-là. Et un point extrêmement important que vous devez avoir en tête et qui sera votre document de travail essentiel, tout ce qu'on vous dit ici se retrouve dans un document qui est le document de référence dans lequel on trouve l'ensemble des détails relatifs à chacun des topics, donc un topic étant un appel à projet. Donc vous avez le lien en tout bas de slide, ça se trouve sur le site de la commission et également sur le site du MESRI. On vous donnera les adresses par la suite, mais là vous avez le lien en direct.
Donc, si on regarde maintenant les aspects de budget et de nombre de topics pour voir un peu la répartition que l'on peut avoir, on se rend compte que vous avez sur le slide de gauche les montants de budget. Là, on a l'ensemble 2021-2022, car ce qu'on va vous présenter, c'est l'ensemble des topics sur 2021 et 2022. 2021 étant plus urgent, les appels à projets vont se lancer dans vraiment les semaines et les jours à venir. On voit bien que le montant aujourd'hui, il est de l'ordre de 1,5 milliard par an. On est sur un, donc là, encore une fois, c'est l'ensemble des deux années, 2021-2022. Et on voit que la partie sciences du climat représente une plus petite partie que la partie énergie et transport. La partie énergie et transport, quand on voit le global, y compris les partenariats qui ne seront pas détaillés ici, donc c'est-à-dire l'ensemble des actions qui sont comprises dans Horizon Europe, on se rend compte, enfin les partenariats institutionnels, ils ne seront pas détaillés ici, les coprogrammés, oui. Donc on voit que en fait, il y a un relatif équilibre entre la partie énergie et la partie transport. Vous avez aussi le nombre de topics à droite, toujours sur 2021-2022, donc le nombre d'appels à projets auxquels vous allez pouvoir répondre. Vous voyez qu'il y en a un qui se détache, c'est toute la partie énergie renouvelable. La partie énergétique dans l'offre et la possibilité de l'offre prend une grande part, on voit, du programme. Alors, les partenariats, comme on l'a dit Rosalinde, c'est un élément qui évolue un petit peu. Alors, en quelques mots, parce qu'on n'aura pas le temps d'en donner plus malheureusement aujourd'hui, sachez qu'il y a 3 catégories de partenariats. Pour le dire de façon très simple, enfin en essayant d'être très simple, il y a les partenariats institutionnels qui se veulent assez industriels, avec des actions relativement aval, selon des objectifs assez précis. Ce sont des partenariats dits joint undertaking, c'est-à-dire des entreprises à part. Ces entreprises-là sont régies, elles sont en train de se mettre en place, et surtout, elles ont un ensemble de membres dont on va dire, les plus gros acteurs sur le terrain sont membres. Elle touche la partie européenne du rail, la partie Air Traffic Management, le Clean Aviation, c'est-à-dire les technologies embarquées sur les aéronefs, et la partie hydrogène, dans la partie à la fois énergétique et la partie transport. On a deuxième type de partenariat, les partenariats co-funded, donc cofinancés en français, avec un partenariat sur la ville, donc qui touche l'ensemble des parties prenantes françaises, avec un petit focus tout de même sur les villes et les communautés, mais les acteurs privés et les centres de recherche peuvent y participer, bien évidemment. Et la partie également, un autre partenariat sur la transition en termes d'énergie propre, Clean Energy Transition. Les partenariats coprogrammés sont des partenariats d'un genre un petit peu différent des deux premiers, à savoir que ici, c'est une association qui va aider à définir les programmes. Tous les appels à projets qui sont définis dans ces partenariats coprogrammés sont reversés dans le programme de travail. Donc, vous allez voir tous les appels à projets qui ont été travaillés, proposés, acceptés par les partenariats coprogrammés. Et ça touche le domaine du bâtiment, celui du véhicule routier zéro émission, des batteries, le transport maritime et du transport autonome et connecté routier. Pour en savoir un petit peu plus, vous avez le lien également en bas de slide. Alors, sur les missions également, 2 missions. Annabelle va nous dire quelques mots sur la première mission sur adaptation au changement climatique. Peut-être avant Annabelle, ou Annabelle peut-être présenter ce que c'est une mission, ou je le fais. Vas-y. Alors, en fait, une mission, c'est un ensemble, ce qu'on appelle un portfolio d'actions. C'est quelque chose qui est vraiment en cours de construction aujourd'hui. C'est un nouvel instrument, ça n'existait pas sous H2020. Donc, on découvre et on le co-crée avec la Commission à l'heure actuelle. Ça se veut toucher des ambitions qui parlent à l'ensemble des citoyens, avec des aspects sociaux qui peuvent être forts, qui sont forts, qui concernent tout le monde et avec des objectifs précis. Et ça va se décliner après. La majorité, ça va être également en appel à projet, mais peut-être d'un genre un peu nouveau. Là, c'est vraiment, on va dire, à la main de chacune des missions. Donc, des missions, il y en a 5, et il y en a 2 qui sont plus particulièrement au sein du cluster 5 ou en lien avec les activités du cluster 5, car elles sont multithématiques. Donc, elles ne sont pas que réservées à des clusters. Annabelle.
Alors, si vous avez une première mission qui est sur l'adaptation au changement climatique, aux transformations sociétales. Avec cette mission, l'idée, c'est de mettre en œuvre des solutions innovantes pour que les régions, les communautés européennes s'adaptent au changement climatique et soient plus résilientes. Et quand on parle de résilience, c'est aussi bien en termes de résilience climatique, mais aussi de résilience socio-économique et de résilience des systèmes politiques. Donc, tout comme pour la mission Ville qui va vous être présentée dans un instant, il y a une centaine de régions européennes qui vont être sélectionnées. Et l'idée, c'est que ces régions, avec la Commission européenne et un certain nombre d'autres partenaires, élaborent une vision qui leur permette de définir les chemins d'innovation pour accroître leur résilience et se préparer au mieux aux risques climatiques. Et il y en a une autre de mission qui est 100 villes climatiquement neutres d'ici 2030 par et pour les citoyens. Tous les termes sont importants. En fait, là, on vise des actions plutôt de pré-déploiement. Donc, on est sur des actions plus aval qu'on a l'habitude de voir dans les programmes de recherche. D'ailleurs, ça va au-delà de Horizon Europe. Hein. C'est lancé par Horizon Europe, programme de recherche, mais ça va au-delà. Ici, l'idée, c'est d'avoir des gros appels à projets dans lesquels à peu près 100 villes seront sélectionnées et aidées pour aller vers cette neutralité climatique en 2030. On vous a dit que c'était 2050 l'objectif un peu ultime. On veut en faire des actions un peu phares pour quelque part semer les graines et avoir des exemples, des espèces de modèles sur lesquels pourront s'appuyer l'ensemble des autres villes et territoires pour atteindre la neutralité climatique en 2050. Les deux aspects sont bien sûr, enfin, à la fois la partie 2030, mais la Commission met de plus en plus en valeur le fait que au-delà des 100 villes, il y aura des actions qui devront soutenir aussi l'ensemble des autres villes, la majorité donc, qui devront toutes atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Encore une fois, le programme est vraiment en cours de création. On n'a pas de draft à l'heure actuelle. On n'en parlera pas davantage dans le reste de la présentation aujourd'hui, mais vous pouvez vous rapprocher de nous, en particulier Annabelle et moi-même, pour avoir un peu plus de renseignements dans l'état de ce qu'on sait aujourd'hui sur ces deux missions-là en particulier. Je te laisse la parole, je pense, Annabelle, pour parler de la destination 1. Voilà, donc maintenant, on va passer en revue. Voilà. On rentre dans le vif du sujet. Alors, on va vous présenter les calls un peu plus en détail, toujours à partir en fait du lien que vous a présenté Pierre, donc c'est-à-dire à partir de cette version qui n'est pas finalisée puisqu'elle ne le sera que fin juin, mais cette version intermédiaire du 21 mai, mais qui est quand même extrêmement élaborée et quasi finalisée. Donc la première destination concerne les sciences du climat et les réponses pour la transformation vers la neutralité climatique. Dans cette destination, il y a 17 topics pour les 2 premières années du programme, donc 2021-2022, et un budget de 274 millions d'euros. Dans le cluster 5, donc dans cette destination, on se concentre sur les activités liées à la science et à la modélisation du climat. Je fais cette précision parce que la communauté qui est intéressée par les activités climat, on va dire, peut aussi se tourner tout de même vers le cluster 6, qui est proche par certains aspects, mais qui, lui, va chercher à contribuer à la recherche, à l'innovation sur la mise en œuvre de solutions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et puis, il y a aussi ce qui peut être intéressant pour les acteurs du climat, regardez peut-être du côté du cluster 4. Il y a des aspects numériques, intelligence artificielle qui sont mis au service de la neutralité climatique et qu'il peut être intéressant de regarder. Donc, c'est une destination qui, bien sûr, est encadrée par les objectifs du Green Deal ainsi que la stratégie Clean Planet for All qui est parue quelque temps avant le Green Deal et qui est un plan cible en matière de climat à l'horizon 2030 puisqu'il s'agit de réduire les gaz à effet de serre d'au moins 55%. Et cette destination poursuit 3 grands objectifs, comme vous pouvez le voir sur la slide. Le premier, c'est de faire progresser les connaissances et de fournir des solutions dans différents domaines, les sciences du système terrestre, des voies vers la neutralité climatique, des voies d'adaptation au changement climatique, y compris les services climatiques. C'est de contribuer aussi aux principales évaluations internationales. En premier lieu, on pense à celle du GIEC. C'est de renforcer l'espace européen de la recherche sur le changement climatique et c'est enfin d'accroître la transparence, la robustesse, la fiabilité et l'utilité pratique de la base de connaissances sur le changement climatique qui va être utile en fait aux décideurs politiques, notamment aux praticiens ou à d'autres parties prenantes, mais aussi aux citoyens. Donc, vous avez sur cette slide non pas l'exhaustivité des topics, mais un certain nombre de mots-clés qui récapitulent un petit peu
ce que vous pourrez trouver dans le document. Donc, dans cette destination 1 du cluster 5, on va chercher à mieux comprendre les flux de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète. Quelles sont les réponses du climat et du système terrestre à la neutralité climatique et aux émissions nettes négatives. On s'intéresse aussi aux approches d'élimination du dioxyde du carbone. L'aspect modélisation traverse également la plupart des topics de la destination 1. On s'intéresse par exemple à la modélisation de l'économie circulaire dans l'atténuation au changement climatique, ainsi qu'au développement de modèles de systèmes terrestres à haute résolution pour des projections mondiales, mais aussi régionales du changement climatique. Sur les modèles climatiques, justement, il y a un appel qui est dédié à leur soutien et à leur standardisation. On cherche aussi à améliorer la prestation du contrôle de la qualité et des normes pour les services climatiques afin de tendre vers de meilleures performances. On regarde aussi ce qu'on appelle l'amélioration intégrée en vue de la réalisation évidemment des objectifs mondiaux, l'évaluation intégrée permettant de prendre en compte les interactions entre les systèmes climatiques, mais également socio-économiques et techniques. On vise par ailleurs une meilleure compréhension des interactions entre les impacts et les risques du changement climatique, ainsi que les options d'atténuation, d'adaptation. Cette meilleure compréhension, d'ailleurs, devrait permettre de guider un certain nombre de travaux du GIEC ou d'autres instances internationales. On cherche aussi à maximiser l'impact de la synergie de la recherche et de l'innovation en matière de changement climatique en Europe à travers un certain nombre d'actions de coordination, de coopération, de synergie entre les politiques et les programmes de recherche dans le domaine de la recherche sur le changement climatique ou à travers le recensement de connaissances dans ce domaine ou de la valorisation des résultats dans le domaine du changement climatique. Parmi les autres topics, les autres appels à propositions, 2 sujets en lien avec l'économie, où on va regarder les méthodes d'analyse économique des politiques climatiques et environnementales, et ce pour la conception et l'évaluation de politiques publiques dans le domaine du climat et de l'environnement. Toujours en lien avec l'économie, on va également chercher à comprendre la nature et l'étendue des risques liés au changement climatique et les implications socio-économiques de ces risques. On va par ailleurs, dans cette destination, s'intéresser aux tourbières ou aux zones humides comme stratégie d'adaptation rapide, ou encore à la gestion des forêts comme potentiel d'atténuation du changement climatique, ou enfin au réensauvagement du paysage pour le piégeage du carbone. Voilà pour ce rapide tour d'horizon de la destination 1. Pierre, je te laisse la parole. Je prends le relais sur la destination 2. Peut-être un rappel, vous aurez les slides à la fin, vous aurez accès aux slides, aux planches, vous aurez également le détail de chacun des appels avec l'ensemble des informations un peu clés, voilà, qui permettra d'avoir une synthèse et une vision un peu globale, mais un peu plus détaillée déjà que ce que je suis en train de, ce qu'on est en train de vous dire. Ce qui est important, c'est que là aussi, dans la présentation des slides, à chacun des tirés, ça correspond à un appel à projet, où vous aurez le détail dans le document en lien tel qu'on l'a dit avant. Alors, sur la destination 2, on est sur les solutions intersectorielles pour la transition climatique. Donc là, l'idée, c'est de décloisonner, de désiloter, tel que l'a dit Rosalinde aussi, les différents domaines, ceux qui sont surtout en interaction entre énergie et transport. Donc, l'idée, c'est avant tout de supporter des appels à projets dans 4 domaines. Le premier, c'est le domaine des batteries, où on a évidemment des très très gros enjeux à la fois de stockage de l'énergie massive, mais également pour le domaine des transports en particulier. Donc là, il y a des vrais enjeux, et notamment des enjeux de compétitivité et des enjeux environnementaux également. Le deuxième, c'est sur la partie ville et communauté européenne. On va rentrer dans le détail. Le deuxième, c'est sur la partie ville et communauté européenne. La troisième, et là, on touche vraiment les aspects un peu systémiques de la ville. Le troisième, c'est la notion d'engagement des citoyens, qui est vraiment au cœur notamment pas des inflexions, mais en fait, il y a un accent dans Horizon Europe sur cette partie-là d'engagement citoyen, avec certaines actions dédiées, plutôt ciblées vers les communautés scientifiques, qui permet justement de rassembler les citoyens autour des enjeux. Et le quatrième point, c'est les développements de technologies émergentes. On n'est plus dans le domaine de l'énergie en tant que telle, mais avec l'idée d'avoir des appels qui permettent de faire remonter, on va dire, des propositions un peu innovantes qui ne seraient pas dans le mainstream des solutions aujourd'hui qui sont envisagées. Un petit point quand même, la partie hydrogène, dont on sait qu'elle est extrêmement importante, elle est soutenue politiquement de façon très forte.
elle n'est pas inclue en tant que telle dans les appels à projets, tels qu'on va vous les présenter. Ils apparaissent dans certains cas, évidemment, mais on va dire l'essentiel qui touche le cœur du sujet de l'hydrogène se trouve dans le partenariat institutionnel Clean Hydrogen Europe, qui n'est pas présenté ici, mais qui renferme aussi des appels à projets. Alors, si jamais on voit l'ensemble des topics, donc l'ensemble des appels à projets, qui ont été proposés dans le cadre du partenariat de batterie. Alors, en 2021, on a un accent sur un appel sur les matières premières, et notamment sur la partie lithium, les batteries à lithium, traitement, raffinage et recyclage, pour avoir notamment, on va dire, une vision de l'Europe avec des batteries, avec un process de fabrication plus soutenable, plus durable que ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans le process asiatique. Les conceptions de batteries de génération 3B, là, on est vraiment sur la conception en tant que telle, où on met l'accent sur les parties haute capacité, haute autonomie et haute tension également. Et puis les nouvelles générations de batteries solides, donc génération 4 en 4A et 4B, avec des efforts en particulier sur les aspects de conception. Aspect conception, mais également les aspects de manufacturing, donc de fabrication, avec une partie plus spécialement dédiée sur la génération 3 des batteries et plus précisément sur les électrodes de batteries lithium-ion. Et plus généralement, pour préparer la nouvelle génération de batteries de type solide, donc de génération 4. Avec un appel à projet aussi dédié sur les process de recyclage qu'on veut compétitifs et durables, et un dernier qui est d'une nature un petit peu à part, puisque tous les précédents qu'on a présentés ici étaient ce qu'on appelle des IA ou des RIA, avec des vrais enjeux on va dire, de définition d'un système ou d'une technologie. Ici, sur le dernier point, c'est plus de rassembler un écosystème de recherche-innovation pour faire notamment de la prospective. On est plutôt sur des travaux sur table qui n'ont pas vocation à déboucher sur un produit, mais plus pour fédérer un écosystème. En 2022, on a la partie matière première, graphite qualité batterie, à la fois naturelle, synthétique, et puis avec donc le mix entre les deux sources de graphite, avec également les aspects de sociaux et environnementaux, et toujours avec la compétitivité qui n'est pas très loin derrière. Le système de batterie adapté aux nouvelles cellules, donc là on sort un peu, on va dire, des batteries telles qu'on les connaît aujourd'hui et telles qu'on les envisage à très courte échéance. Tout un volet par plusieurs appels à projets sur les aspects de contrôle, que ce soit type model-based ou encore de surveillance auto-réparation de cellules. Un aspect de manufacturing qui est de développement, on va dire un peu tous azimuts, soit la partie plutôt machine dans les usines, mais également de remise en cause et d'amélioration du process général et notamment de la supply chain, toujours pour baisser les coûts sur les aspects de compétitivité. Et puis, trois topics sur la partie plus expérimentale ou définition ou outils de façon générale de conception. La partie collecterie, recyclage fait aussi l'objet d'un appel, et puis avec là aussi une action un peu de coordination des systèmes de recherche et innovation dans le domaine des batteries. Voilà pour la destination 2. Alors, sur la partie de batterie. Sur la partie maintenant ville, alors ça va aller un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup moins de choses aujourd'hui. En fait, on vous a parlé de la mission ville. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on est rentré dans la mission ville dans un process qui a mis un peu en stand-by l'ensemble des topics qui étaient envisagés, recherche-innovation qui étaient envisagés sur le domaine de la ville. Et en l'occurrence, il n'en reste aujourd'hui que 2. Un qui annonce quelque part le partenariat DUT et un autre qui encourage et qui supporte en fait l'initiative Civitas, qui est une initiative d'accompagnement des villes pour la mobilité urbaine. Tous les autres seront, on espère, en tout cas on avait commencé à travailler dans ce sens-là et on poursuivra probablement, seront débloqués ou seront retravaillés avec les États membres un peu plus tard dans l'année. La troisième sous-destination, donner aux citoyens les moyens de s'engager dans la transformation vers une société décarbonée, où il y a 4 appels, un sur la compréhension des inégalités liées à la transition climatique, un deuxième qui fédère l'écosystème des sciences humaines et sociales européennes, un troisième qui va préparer finalement, mais sans les réaliser pour autant, de grands, on va dire, ça pose des fondamentaux de grands living labs, c'est-à-dire de grands démonstrateurs territoriaux européens dans le domaine de la ville, et le quatrième qui vous concerne peut-être un petit peu moins, apporte du budget sur les points de contact nationaux, mais ça c'est important pour nous côté État. Les technologies de rupture émergentes et solutions climatiques, donc là on est sur des solutions plus globalement
plus bottom-up peut-être que les autres qui sont un peu plus prescriptifs. Des technologies en rupture où on veut, où on finance en fait, on va dire un grand nombre entre guillemets de projets. Il y en a 8 qui seront acceptés, ce qui est plus fort que la très grande majorité des autres appels. Donc 8 projets sur les études de technologies de rupture dans le domaine de l'énergie, et donc plutôt bas TRL. Un autre qui sera plutôt sur la partie cracking de CH4 en H2 et carbone, où là on cherchera à dépasser les rendements actuels et atteindre des rendements au-delà de 50%. Les technologies de suppression des gaz à effet de serre qui ne sont pas CO2, type fluoré, type N2O, etc. Donc au CH4. Donc voilà, technologie de suppression des gaz à effet de serre et la capture et conversion directe du carbone atmosphérique, où là on traitera plutôt des aspects de faisabilité technologique. Voilà pour la destination 2. Donc, je prends la suite pour les destinations 3 et 4. Donc, la destination 3 est dédiée à l'approvisionnement énergétique durable, sûr et compétitif. C'est la plus importante des destinations en termes de nombre de topics, 67, et de budget, 1,2 milliard pour les 2 premières années du programme. Cette destination poursuit 3 objectifs. Le premier, c'est de favoriser le leadership mondial de l'Europe dans les domaines des technologies et des services abordables, sûrs et durables liés aux ENR, donc aux énergies renouvelables, en améliorant leur compétitivité notamment. Le deuxième objectif, c'est de garantir un approvisionnement énergétique rentable, ininterrompu et abordable pour les ménages et les industries. Donc là, on va travailler plus sur la gestion des réseaux. Et puis le troisième, c'est d'accélérer le développement du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone en tant qu'option de réduction des émissions de CO2 dans la production d'électricité et les applications industrielles. Donc cette destination est structurée en fait en 4 sous-parties, comme vous le verrez dans le programme de travail. Au-delà d'une sous-partie dédiée aux ENR, d'une deuxième dédiée au système, au réseau, au stockage d'énergie, de la troisième dédiée au CCUS, il y en a une quatrième sur des actions transverses que je présenterai rapidement. Donc, chaussez vos lunettes pour la première sous-partie dédiée aux ENR. Donc, il y a 43 topics. Vous imaginez que je n'ai pas pu tous les condenser sur une slide qui couvre donc toutes les énergies renouvelables et toute l'échelle TRL. Je vous rappelle que dans la directive énergie renouvelable votée en 2018, on vise 32% d'ENR d'ici à 2030. Donc je vais présenter par grande catégorie en fait d'ENR. Il y a un certain nombre d'appels tout d'abord sur le photovoltaïque, le PV. On s'intéresse à un certain nombre d'aspects technologiques aussi bien en 2021 qu'en 2022 sur les différentes technologies relatives au PV. Ça va des nouvelles technologies photovoltaïques tandem à haut rendement qui visent donc une production à faible coût avec des matériaux abondants dans la nature, au photovoltaïque stable à haute performance via le perovskite notamment. Et puis, on s'intéresse aussi aux nouvelles technologies de couches minces visant des rendements élevés comme une sorte d'alternative au silicium. Toujours dans le domaine du PV, on va aller un peu plus loin. On va s'intéresser maintenant aux aspects plutôt démonstration et lignes pilotes. Il y a un appel justement sur les lignes pilotes de démonstration pour les technologies photovoltaïques alternatives et innovantes sur les nouveaux tandems silicium cristallin, le tandem à couche mince par exemple. Il y a également un sujet sur le PV intégré, plus précisément sur la fabrication avancée de systèmes photovoltaïques intégrés, plus en lien avec le bâtiment. Également un sujet sur les nouveaux systèmes agro-photovoltaïques. Et puis, on s'intéresse aussi au recyclage des modules PV en fin de vie. Dans le domaine toujours de l'énergie solaire, mais cette fois-ci sur le solaire à concentration, il y a 2 topics. Un sujet sur les nouvelles approches de l'énergie solaire concentrée pour avoir un meilleur rendement, et un autre sur les composants et ou systèmes innovants pour les centrales CSP et ou les installations solaires thermiques à concentration. Si on passe maintenant au wind, à l'éolien, pour tout ce qui est production d'ENR en mer, donc offshore, je précise, la Commission a publié un texte très important qui est la stratégie sur les ENR en mer en novembre 2020, où elle donne justement un certain nombre de jalons et propose de porter la capacité de production éolienne en mer de l'Europe de 12 gigawatts actuellement à au moins 300 gigawatts d'ici à 2050.
Donc, pour l'éolien, il y a quand même un petit accent mis sur l'éolien offshore, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des appels onshore, mais on sent un peu cette tendance. Donc, il y a un appel notamment qui s'intéresse aux fondations, aux sous-structures flottantes et systèmes de connexion innovants pour les dispositifs photovoltaïques et d'énergie océanique flottants. Il y a un appel également sur la physique et l'aérodynamique de l'écoulement atmosphérique du vent pour la production d'électricité, aussi bien pour le offshore que pour le onshore. Un appel sur le contrôle intégré des parcs éoliens, là encore pour les deux thématiques, offshore et onshore. Et puis, il y a aussi des topics, là encore, plus ambitieux, à une échelle TRL plus élevée. Un sur l'innovation, sur le déploiement de l'énergie éolienne flottante optimisée pour les eaux profondes et les différents bassins maritimes, par exemple la mer Méditerranée, la mer Noire, la mer Baltique ou encore le nord-est de l'océan Atlantique. Et puis un autre sur la démonstration de matériaux innovants, de cycles d'approvisionnement et de technologies de recyclage pour accroître la circularité globale de la technologie de l'énergie éolienne et réduire l'utilisation primaire de matières premières essentielles. Également un certain nombre d'appels dans le domaine des énergies marines, deux topics en fait, plutôt OTRL, un qui porte sur la démonstration de dispositifs d'énergie houlomotrice afin d'accroître l'expérience en conditions de mer réelle, et un autre sur la démonstration de rotors, de pales et de systèmes de contrôle innovants pour les dispositifs d'énergie marémotrice. Également des appels pour la géothermie, pour des solutions pour une énergie géothermique plus durable, ou encore un appel sur la démonstration de l'utilisation de réservoirs géothermiques à haute température pour le stockage de l'énergie dans le système énergétique. Côté hydroélectrique, il y a aussi deux sujets, l'un sur le développement d'équipements hydroélectriques et l'autre sur le développement de solutions numériques pour l'exploitation et la maintenance des centrales hydroélectriques existantes. Autre sujet très important et qui court sur 2021 et 2022, ce sont les carburants renouvelables ou les biocarburants. Vous avez un certain nombre d'appels sur la production durable de biocarburants à faible émission de carbone, un autre sur la conversion catalytique hybride de l'énergie renouvelable en carburant neutre en carbone. On vise également de meilleures pratiques internationales pour la mise à l'échelle des biocarburants durables. On s'intéresse au développement d'algues et de carburants renouvelables d'origine non biologique. Et on s'intéresse aussi à la photosynthèse artificielle efficace et circulaire qui pourrait contribuer aussi au développement de carburants renouvelables. Et puis parmi ces appels dans le domaine des biocarburants, des sujets qui impliquent des démonstrations qui sont encore à une échelle TRL plus importante sur la production innovante de biométhane en tant que vecteur énergétique et carburant, sur la démonstration de technologies avancées de biocarburants rentables utilisant les installations industrielles existantes, et enfin un appel sur la démonstration de chaînes de valeur complètes pour la production de biocarburants avancés et de carburants renouvelables non biologiques. Et puis il y a deux appels sur les déchets biogènes, l'un sur les technologies efficaces à faible émission pour l'utilisation industrielle de systèmes de combustion et de gazéification à partir de résidus et de déchets biogènes à faible valeur, et un autre sur la démonstration de technologies de cogénération à grande échelle pour passer à l'utilisation de résidus et de déchets biogènes, et également des appels sur les systèmes de micro-cogénération et de chauffage hybride rentable, par exemple. Je passe à la sous-partie dédiée au système énergétique, réseau et stockage. Donc là aussi, pas mal de topics, 18 pour 353 millions d'euros pour 2021-2022. Un texte important en préambule à lire ou à relire qui est la stratégie sur l'intégration du système énergétique qui est paru également en novembre 2020. Il s'agit ici de rendre le système énergétique plus flexible, plus sûr, plus rentable. Il y a des aspects SHS qui sont importants à prendre en compte. Il y a une prise en compte du consommateur très important à faire dans un certain nombre d'appels. Consommateur à la fois aux commandes de sa consommation, mais voire même producteur de sa propre, de son énergie. Et puis des aspects évidemment numériques très forts dans cette sous-partie, ainsi qu'un volet interopérabilité entre les plateformes ou entre les pays.
Autre texte important qui conditionne les appels de cette partie, c'est l'appel sur la stratégie sur les ENR en mer que j'ai évoqué, notamment pour ce qu'on appelle, ce qui est abrégé en anglais HVDC pour High Voltage Direct Current, pour le courant continu à haute tension, qui permet, en fait, technologie qui permet le transport d'électricité sur de longues distances et qui cause moins de pertes dans ce cas-là. Par ailleurs, c'est l'unique possibilité, donc le HVDC, pour transporter de l'électricité dans des câbles enterrés ou sous-marins sur des distances supérieures ou environ 100 km. Donc, c'est tout à fait intéressant pour ce qui est offshore. Donc, dans cette partie, nous sommes quand même sur des appels à une échelle TRL assez élevée. Ça va même jusqu'à 8. Donc, je vous l'ai dit, on va travailler sur la flexibilité des systèmes avec une prise en compte de tous les acteurs, y compris le consommateur. Il y a un appel notamment où on cherche à intégrer, combiner les systèmes énergétiques pour obtenir un système énergétiques optimisé en termes de coûts et qui soit flexible. On cherche à augmenter la flexibilité du système énergétique sur la base de services d'intégration sectorielle aux consommateurs. Et puis, on cherche à soutenir l'action des consommateurs sur le marché de l'énergie et les guider pour qu'ils agissent en tant que consommateurs avertis. En anglais, on dit prosumer. Donc, voilà pour le volet un peu flexibilité. On cherche aussi à ce que ces réseaux soient plus fiables. Fiabilité, il y a un sujet sur la fiabilité et la résilience du système électrique dès la conception. Notamment pour ce qui concerne le HVDC. Et il y a un autre sujet qui traite plus des mesures relatives à la cybersécurité, aux vulnérabilités, aux défaillances ou aux risques et à la protection de la vie privée. Et puis, je l'ai dit, beaucoup d'aspects modélisation, numérisation. Il faut travailler sur les outils de modélisation, d'optimisation et de planification des systèmes énergétiques. Et il faut également renforcer le savoir-faire des écosystèmes énergétiques locaux en matière de numérisation. Sur les aspects HVDC, vous le voyez, il y a un certain nombre d'appels qui sont visés. Donc, il y en a un sur la démonstration de systèmes supraconducteurs et d'L-pipe, les L-pipe étant des conducteurs HVDC souterrains avec un certain type d'isolation. Et puis, il y a également un appel sur la démonstration en temps réel de convertisseurs de tension et HVDC. Donc, c'est un point important. Également, les aspects stockage et interopérabilité. Il y a un appel sur les solutions interopérables pour les services de flexibilité utilisant le stockage d'énergie distribuée. Un autre sur la démonstration de formes innovantes de stockage et de leur fonctionnement et de leur intégration réussie dans les systèmes énergétiques. Et puis, un appel sur les solutions de stockage de l'énergie thermique. Concernant la troisième sous-partie, donc ça va être plus rapide, dédié à la capture, à l'utilisation, au stockage du carbone, qui, je vous rappelle, fait partie intégrante de la plupart des scénarios envisagés par le GIEC, scénarios détaillés dans A Clean Planet for All, publié en 2018. C'est également évoqué dans la stratégie sur l'intégration du système énergétique. Et puis le Green Deal, par ailleurs, rappelle que la transition vers la neutralité climatique nécessite des infrastructures intelligentes et définit le CCUS parmi les infrastructures innovantes dont le déploiement dans les secteurs industriels clés sera nécessaire avant 2030. Donc, 3 appels pour 2021-2022 avec un budget de 90 millions d'euros au total. Il y a un premier sujet où on s'intéresse à l'intégration du CCUS dans les pôles et les clusters, y compris les activités de partage des connaissances. Alors, ce n'est pas un appel où on va faire de la recherche, c'est ce qu'on appelle une action de coordination. Et les projets là, devront inclure l'élaboration de plans détaillés pour l'intégration du CCUS dans les hubs et les clusters reliés à des sites de stockage de CO2. Également un appel sur la réduction du coût du captage du CO2. On sait que le coût du piégeage du carbone reste la principale pierre d'achoppement d'une application plus large du CCUS et donc le déploiement commercial du processus de captage du CO2 pour les centrales électriques et autres industries à forte consommation d'énergie nécessite vraiment une réduction significative de l'intensité énergétique de ce processus de captage, mais aussi une diminution substantielle du coût du captage. Enfin, dernier appel, celui pour 2022, qui est sur la décarbonation de l'industrie, très importante aussi. Ici, on vise les secteurs industriels
très émetteurs de CCUS, donc ceux qui fabriquent de l'acier, du fer, du ciment, c'est le secteur du raffinage du pétrole, du traitement du gaz, de la production d'hydrogène, etc. Et ces secteurs représentent actuellement jusqu'à 20% des émissions mondiales de CO2. Et l'appel est axé sur la démonstration de la chaîne intégrée de technologies matures de captage du CO2 dans des installations industrielles, dans la perspective d'un stockage et d'une utilisation géologique. Pour les personnes qui s'intéressent à la décarbonation de l'industrie, je vous renvoie quand même également vers le cluster 4 qui contient beaucoup d'appels sur ce sujet. Dernière partie, donc quatrième sous-partie de cette destination 3 qui est dédiée à des actions transversales, alors qui vous intéresse peut-être un peu moins. Il y a un appel sur le soutien aux activités des services géologiques européens, en fait, qui fait suite à l'ERANET GeoEra, donc c'est la suite de l'ERANET GeoEra. Un appel en 2021 également sur le soutien aux activités des ETIP. Alors les ETIP sont les plateformes d'industriels en fait qui soutiennent le 7 plan. Le 7 plan étant cette action politique qui vise l'alignement des priorités nationales. Et puis pour 2022, eh bien, c'est l'équivalent de DUT, mais là c'est dans le domaine des énergies. Donc c'est le partenariat cofinancé CETP. Pour la transition énergétique propre, qui va donner lieu donc à un certain nombre d'appels en 2022 qui seront lancés par les agences nationales. C'est l'ancêtre des ERANET en quelque sorte. Sur la destination 4, donc là, elle est en lien avec l'utilisation efficace, durable et inclusive de l'énergie, avec deux champs d'application que sont les bâtiments et l'industrie. Donc 18 topics pour 2021-2022, 14 pour les bâtiments, 4 pour les industries, avec un budget de 244 millions pour les 2 premières années du programme, dont 196 pour les bâtiments et donc 48 pour l'industrie. L'objectif de cette destination est de contribuer à ce que l'utilisation efficace et durable de l'énergie accessible à tous soit assurée par un système énergétique propre et une transition juste, avec donc deux volets. D'un côté, les percées technologiques et socio-économiques pour atteindre la neutralité climatique et la transition vers une pollution zéro du parc immobilier d'ici à 2050. Vous savez que dans le domaine du bâtiment, que le bâtiment contribue pour 40% des émissions de gaz à effet de serre, et l'objectif du Green Deal est que d'ici à 2030, on améliore l'efficacité énergétique de 32,5%. Autre volet, il s'agit d'accroître dans cette destination l'efficacité énergétique dans l'industrie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques de l'industrie. Une partie des topics, et notamment pour la partie dédiée au bâtiment, est en lien avec le partenariat coprogrammé. Donc, côté bâtiment, c'est la partie où il y a le plus de topics. Et là, c'est vraiment une partie qui est encadrée par la stratégie Renovation Wave qui fait suite à l'annonce du Pacte vert. C'est un plan de rénovation énergétique qui a été initié dans le but de lever plusieurs freins, plusieurs barrières dans le domaine de l'efficacité énergétique. Vous savez que dans ce domaine, il y a des barrières structurelles, notamment liées au secteur du bâtiment. Il y a peu d'industrialisation, par exemple, des travaux de rénovation profonde, donc peu d'économies d'échelle. Et de ce fait, la rénovation reste chère pour les particuliers notamment. Il y a également un certain nombre de défaillances du marché avec un financement bancaire inadapté ou encore des obstacles réglementaires. Dernier point avant d'entrer dans le détail, il faut savoir que cette partie, donc dédiée au bâtiment, dans cette partie, on a une approche holistique. On va traiter certes de l'efficacité énergétique des bâtiments, mais il va falloir prendre en compte également les ENR, par exemple, les installations de recharge pour véhicules électriques ou d'autres infrastructures, et les réseaux, bien sûr. Donc, c'est une vision globale. L'essentiel des appels sont quand même à une échelle TRL assez haute, entre 6 et 8. Donc, à travers cette partie bâtiment, on va chercher à faire que les bâtiments soient plus durables, résilients. Alors, à l'échelle du bâtiment, mais aussi à l'échelle de quartier, il y a un appel sur le sujet. Donc, on va chercher à améliorer les conceptions, les matériaux et les solutions pour améliorer la résilience, la préparation et la réactivité de l'environnement bâti pour l'adaptation au climat. On va faire en sorte que les bâtiments soient plus durables avec une énergie carbone
incorporée réduite, une performance élevée sur le cycle de vie et des coûts réduits sur le cycle de vie. Et puis, on va chercher des solutions pour la régénération durable, résiliente, inclusive et accessible des quartiers, permettant donc des modes de vie et des business, si je puis dire, à faible empreinte carbone. On va chercher à industrialiser la rénovation, comme je l'ai dit, il y a un appel sur l'industrialisation des flux de rénovation profonde pour les bâtiments à haute efficacité énergétique. Et puis, il y a un aspect quand même suivi des données, bâtiments intelligents, qui est vraiment très fort aussi dans cette sous-partie. Il y a un appel sur le suivi avancé basé sur des données, de la performance énergétique du parc immobilier. On s'intéresse aussi à la réponse à la demande dans les bâtiments résidentiels à haute efficacité énergétique. On va avoir un appel sur des bâtiments plus intelligents pour une meilleure performance énergétique ou encore un appel sur des maisons à énergie positive à forte intensité énergétique. Et puis, la performance de ces bâtiments, je l'ai dit en introduction, est corrélée en fait au réseau ou aux ENR, les deux. On va chercher à améliorer la compétitivité des bâtiments, si je puis dire, en tant qu'actifs de flexibilité pour la gestion des réseaux, à améliorer l'interopérabilité et les synergies entre les bâtiments et les réseaux, l'électricité et puis les autres vecteurs énergétiques. Ça peut être par exemple les réseaux de chauffage urbain ou l'hydrogène. Et puis, on va s'intéresser à des ensembles de rénovation holistique multifonctionnelle, intégrant par exemple les ENR et comprenant des matériaux réutilisés et recyclés. Les aspects certification, évaluation et certification avancée de la performance énergétique font partie de cette sous-partie. Et on s'intéresse aussi au développement de modèles commerciaux basés sur la performance. Alors, on s'intéresse à différents types de bâtiments. En premier lieu, c'est quand même le résidentiel. Mais il y a aussi, par exemple, on s'intéresse avec un appel au patrimoine culturel. On s'intéresse dans ce cas-là aux solutions durables et économes en ressources pour un patrimoine culturel ouvert, accessible, inclusif. Et puis, un dernier appel que je voulais vous présenter, qui a d'ailleurs été le dernier appel ajouté du programme de travail. Il s'agit de renforcer la coordination et les échanges européens pour l'adoption de l'innovation en faveur de la durabilité, de la circularité, de l'inclusion sociale dans l'environnement bâti en tant que contribution au niveau BAOS européen. Le niveau BAOS a donné lieu à une stratégie qui a été publiée en début d'année 2020 et c'est une initiative en très très court qui vise à rapprocher les domaines artistiques, culturels des domaines techniques et scientifiques. Donc c'est une CSA qui sera lancée en 2021. Je vois Pierre sourire. Je pense que Pierre voulait expliquer ce que c'était que le BAOS. Pour la sous-partie industrie, et j'en terminerai là, donc on s'intéresse là à la valorisation de la chaleur. Donc il y a deux appels en lien avec cette idée. Un autre appel sur la conversion de la chaleur excédentaire industrielle en électricité sur la base des cycles de cycles organiques de Rankine. Et puis un appel sur le développement du stockage thermique à haute température pour les applications industrielle. Voilà, je suis au pas de charge, mais nous sommes un peu contraints. Je passe la parole à Pierre pour les destinations 5 et 6. Merci Annabelle, je serais bien en peine d'expliquer le New BAOS. Et pourtant, c'est une valeur à la hausse auprès de la Commission. Donc, on passe à la destination 5, solutions et modes de transport propres et compétitifs pour tous les modes de transport. On décline chacun des modes de transport ici. Alors, globalement, de façon générale sur le transport, mais je pense que l'énergie, c'est valable également, vous voyez bien qu'on vise des technologies très avancées pour apporter vraiment un changement assez radical, en fait, en termes notamment environnemental. Donc, on décline ça, ça ne va pas vous étonner. Sur le véhicule routier, on est uniquement sur du zéro émission, donc véhicule hydrogène ou véhicule à batterie. Sur le domaine aviation, également, alors on n'est pas que sur les véhicules zéro émission pour le coup, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on a deux partenariats importants, Clean Aviation qui décline les technologies et César 3, parce que c'est ça finalement, ou Integrated ATM, qui vise les solutions pour le trafic aérien. Ce sont vraiment ces deux partenariats-là dans le domaine aéronautique sont vraiment le pourvoyeur essentiel des appels à projets, dans une vision plus industrielle, surtout Clean Aviation. On a quand même, vous allez voir, quelques topics un peu plus amont. Et le maritime, là aussi, zéro émission, via le partenariat Waterborne. Alors, il y en a manque un, clairement, ça ne vous échappe pas, quand on décline ces trois-là, c'est le rail.
de façon générale, que ce soit pour les longues distances ou plutôt les applications plus urbaines ou régionales. On a dans ces cas-là le partenariat Transforming Europe's Rail System qui concentre l'ensemble des appels à projets. Donc ces partenariats-là, on ne va pas rentrer plus dans le détail, ils ne sont pas encore lancés, ils seront vraiment opérationnels, on va dire, en 2022. Et puis, il y a un autre sujet, on va dire, qui, pour le coup, gère un peu la transition avec ces modes on va dire, très propres, et qui vise à mieux comprendre et mieux, finalement, maîtriser l'impact des véhicules actuels sur l'environnement et la santé. Donc, le premier mode que l'on voit ici, c'est le mode de l'aéronautique. Alors, Annabelle, si tu peux passer le slide, si ça marche. Voilà. Donc, le domaine aéronautique. Alors, sur la partie aviation, on a quelques appels à projets. En 2021, travailler sur un topic sur les technologies moteurs aviation bas gaz à effet de serre. On est ici très, très générique et on attend finalement des répondants qui proposent des solutions en rupture, innovantes, peu avancées, hein, évidemment. On voit finalement que globalement, sur les aspects aviation, c'est plutôt la communauté qui est attendue, on va dire, en leadership ou en tout cas en présence affirmée, ce sont bien les académiques. Hein. Les industriels se retrouveront évidemment, mais un peu moins que les appels de Clean Aviation. Donc un sujet, technologie, moteur, aviation, bas gaz à effet de serre. Un deuxième, plutôt sur les méthodes et outils numériques, alors soit de conception, mais soit également de fabrication, intégration et maintenance. On vise finalement à renforcer encore les jumeaux numériques que l'on a et qui suivent finalement toute la vie de la conception jusqu'à la déconstruction, presque on pourrait dire, des aéronefs. Sur 2022, 3 appels à projets. Un qui est plus, là aussi, un peu le pendant que 2021, une technologie amont de rupture aéronef ou moteur très bas CO2, polluants et bruit. On voit qu'on est plus large ici puisqu'on vise à la fois les moteurs, les systèmes propulsifs, mais aussi les aéronefs et les concepts d'aéronefs dans leur globalité. Donc ça peut toucher également les aspects de matériaux, par exemple. Et puis bas CO2, polluants, bruit, ça ne vous étonnera pas évidemment. Sur la partie technologie numérique, on est à la fois sur des avions, on va dire, conventionnels, des aéronefs conventionnels, mais également sur la urban mobility et les drones, donc sur tout ce qui est unmanned, tout ce qui est drone en fait, au sens large du terme, mais pas exclusivement drone, encore une fois, les technologies, on va dire, plus conventionnelles, aéronefs, ou en tout cas, conventionnelles ou pas, sont représentées ici aussi, avec un focus, il faut le dire, sur les modèles commerciaux et les services qui sont associés, et en particulier par rapport aux drones. Donc, sur les aspects des sécurités et commerciaux, donc on parle business. Et puis, des travaux également qui sont menés pour préparer, pour influencer, pour donner des éléments de contexte, en fait, et une position également européenne, contribuer à cette contribution européenne par rapport aux aspects réglementaires du domaine aéronautique, avec notamment des nouveaux systèmes qui permettent d'appréhender finalement les impacts de ces réglementations. Sur la partie transport routier, ici, on est donc issu du programme 2.0. On a à la fois du transport routier fret régional de véhicules à batterie, donc on est sur du fret, donc on est sur des camions plutôt régionaux où on cherche à augmenter l'autonomie pour avoir des plus large range finalement camions, plus de 200 km. On est sur des électroniques de puissance, donc là on ne travaille pas le système, mais on travaille véritablement les organes en tant que tels, où on cherche des améliorations en termes de performance électrique, mais aussi de compacité, et également de coûts, de réduction de coûts. Les systèmes de charge bidirectionnels pour les véhicules électriques, donc y compris le V2X. Donc là, on est clairement entre le véhicule et son environnement de façon large, et à la fois sur la partie de stockage, mais également sur la partie de livraison finalement de capacité de batterie dans son environnement. Et puis, on a un appel très intéressant et important sur l'analyse de cycle de vie, qui inclut aussi les aspects d'analyse de cycle de vie sociaux qui rentrent de plus en plus, qui montent en puissance au niveau de l'Europe, où on cherche justement à réduire le maximum possible par rapport aux véhicules, et en particulier les véhicules électriques, et même que les véhicules électriques ou électrifiés, ou électriques, pas électrifié, électrique, où on cherche par une approche système, alors à la fois l'approche système, le véhicule dans sa globalité, mais également en particulier les batteries qui on le sait, on peut avoir un impact significatif sur l'environnement dans les processus de fabrication et les processus de déconstruction. En 2022, on a un appel sur les poids lourds. Alors cette fois-ci, plutôt les long haul, donc avec des demandes d'autonomie, des tonnages et des demandes d'autonomie qui sont beaucoup plus élevées, où on a 2 démonstrateurs qui sont attendus, à la fois batterie et fuel cell.
et des systèmes qui soient compatibles entre les deux. Un appel à projet dédié moteur électrique pour les véhicules électriques, où là aussi on cherche à augmenter la densité de puissance, les aspects environnementaux et notamment matières premières et de baisser le coût. Un appel sur les bus urbains électriques, où on cherche ici plutôt démonstrateurs. On est à la fois sur le bus en lui-même, mais aussi et surtout sur les tests en grandeur réelle dans son environnement, et notamment sur les développements également, on va dire, liés des infrastructures et aussi des services. Et un appel CSA sur l'écosystème du véhicule électrique, où là on cherche à rapprocher les communautés et à faire des travaux de prospective. Sur l'appel, sur la catégorie suivante, qui est une nouvelle catégorie sur les véhicules maritimes, donc là on est sur du waterborne, essentiellement dans le partenariat coprogrammé Waterborne, où on va travailler. Alors, ce n'est pas dans l'ordre, mais chacun correspond à un topic sur les aspects de methane slip des moteurs gaz naturel liquéfiés, pour éviter les émissions de CH4, où on attend ici un démonstrateur, des moteurs thermiques mais à ammoniac et de très forte puissance. Ceci pour éviter les émissions de carbone, donc supérieures à 10 MW. Les intégrations de piles à combustible, donc pack de l'ordre est supérieur à 3 MW. Donc, vous voyez, on est sur des packs de très forte puissance et qui travaillent à la fois en cogénération et en cycle combiné, notamment pour augmenter les rendements énergétiques. Sur un stockage de grande quantité de NH3 ou H2 à bord, la messe n'est pas dite sur la partie quel carburant non carboné on peut utiliser dans le domaine du maritime, surtout sur les applications type de grandes, on va dire, pas les applications fluviales, mais les applications maritimes en tant que telles. Donc, ce qui pose des vrais problèmes. Là, on est sur des équivalents de stockage que l'on cherche supérieurs à 300 tonnes de carburant conventionnel. Donc, c'est des très grandes quantités. Un travail sur la feuille de route du carburant maritime et un travail sur les systèmes de charge à très forte puissance, où on travaille à la fois sur les démonstrateurs, mais aussi les ports qui vont permettre, sur les systèmes de charge électrique, d'avoir finalement de pouvoir alimenter, de préparer finalement les ports et les démonstrateurs, donc les embarcations, à ce type d'application. Les technologies d'économie d'énergie embarquée, où là on travaille sur le système globalement. Donc du coup, on cherche à des niveaux différents de réduction selon que l'on utilise un ou plusieurs systèmes à bord, et de jumeaux numériques, et notamment jumeaux numériques pour toutes les opérations dont on sait que c'est un point extrêmement important. En 2022, optimisation du stockage et de consommation électrique, stockage d'énergie électrique sans batterie, donc on voit que on est sur des systèmes un peu plus avancés, un peu plus amont, exploitation des énergies renouvelables à bord, rétrofit des navires, outils de calcul de manufacturing, donc là on est plutôt sur les aspects de chantier, et les aspects de logistique et maritime. On est un peu pressé par le temps, difficile d'en dire un peu plus. Et dernier point, en fait, c'est l'impact des transports sur les environnements. La commission est très regardante, très à l'affût de technologies pour le rétrofit de façon générale, plutôt ici, mais sans le préciser en fait. On a vraiment tous les domaines qui sont appliqués. Les domaines le plus impact, c'est le véhicule routier, mais ce n'est pas le seul. Et évaluation bruit-particules catégorie L, donc les 2 roues ou les 3 ou 4 roues légers en usage réel. Et la qualité de l'air, également la prévention des épisodes de smog dans les villes, notamment en 2022. Un appel topic transverse destination de la destination 5, mais qui ne vous touche pas vraiment important, c'est pour l'organisation d'une conférence sur les transports TRA biannuelle par la Commission. Sur la destination 6, cette fois-ci, on est plus sur les systèmes de mobilité, donc moins ciblé sur un mode de transport, mais comment on coordonne finalement l'ensemble des modes de transport et on y apporte du service. 3 domaines qui sont traités, la mobilité connectée, donc le véhicule connecté et autonome, avec un focus quand même très important sur le véhicule autonome, qui est clairement présenté ici par la Commission comme une offre servicielle avant tout, mais qui demande des développements technologiques. Les systèmes de transport multimodaux pour les marchandises et la logistique, et un aspect aussi plus, on va dire, plus transverse, enfin les autres sont transverses également, mais sur la réduction, enfin l'amélioration de la sécurité en termes très très généraux. Donc sur le premier point, on est sur la mobilité connectée et autonome, où là on est en collaboration, enfin c'est une proposition du partenariat CICAM, donc Cooperative and Connected Automated Mobility, et qui vise à travailler vraiment tous azimuts, à la fois les aspects très organes, systèmes, intégration, tests également pour le véhicule autonome, tout est à construire, les technologies embarquées pour les environnements complexes, les validations des sécurités des systèmes, l'infrastructure physique et numérique,
pour la connectivité, les aspects de cybersécurité, évidemment, un point qui est important sur l'impact socio-économique et environnementaux, de telle sorte justement que cette offre ne soit pas au détriment des aspects environnementaux et sociétaux, et la coordination des projets pilotes de démonstrateurs où on prépare finalement, là aussi, par cette CSA, les futurs appels finalement démonstrateurs territoriaux qu'on verra les années prochaines. En 2022, un sujet sur les démonstrateurs européens, là aussi plutôt large échelle et test large échelle, protection des occupants et des IHM. Là, on travaille plutôt sur les aspects de, comment dire, d'éviter la distraction des conducteurs dans des phases un peu liées entre véhicules autonomes et véhicules conduits, et également les aspects interface homme-machine. J'ai passé de slide, donc du coup je suis un peu moins à l'aise, Annabelle, sur la fin des... voilà. Non, c'est avant. Bon, je vais passer directement dans ce cas-là, système de transport multimodal. Sur les aspects 2021, multimodalité, assez tourné fret, un peu moins quand même sur la mobilité des personnes, et où on a beaucoup d'appels qui sont plutôt des démonstrateurs territoriaux ou des appels qui visent à lier finalement tous les aspects, et notamment la, comment dire, le fait de rendre plus numérique l'ensemble des procédures liées aux aspects multimodaux et hub notamment. Donc, multimodalité, réduction des coûts, système de livraison, notamment le dernier kilomètre, infrastructure résiliente par voie navigable. Je vous laisserai voir la partie de 2022 qui est un peu moins urgente. Sur la partie sécurité, cette fois-ci, concilier la sécurité et la légèreté des véhicules. On a en tête cet aspect vraiment environnemental qui serait favorisé par des véhicules plus légers, mais avec tout le temps la contradiction possible avec les aspects de sécurité et de crash test. La sécurité routière en Afrique également, avec, on va dire, des démonstrateurs alors de moindre ampleur que ce que je vous ai présenté précédemment. Les maladies infectieuses dans les paquebots, ce qui ne vous étonnera pas avec l'actualité qui était un peu maintenant date d'à peu près de 1 an, mais avec des travaux à la fois sur les protocoles sanitaires dans les paquebots, mais également sur le design en tant que tel des futurs paquebots pour éviter ce genre de situation ou pour les réduire. Et l'automatisation, les facteurs humains dans l'aviation, on n'est pas obligatoirement sur l'aviation, on va dire le véhicule autonome en tant que tel, et même avant sur la partie assistance au pilotage. Usagers vulnérables en 2022, avions résistants et survie, on est beaucoup sur les matériaux ici et sur les procédures lors de crash test et la partie incendie, et la navigation et les luttes contre les incendies à bord, ça c'est pour la partie maritime. On en est arrivé au bout, donc il y a beaucoup de choses, vous avez bien conscience, je suppose. Alors maintenant, un aspect sur les calendriers, parce que ça c'est extrêmement important. En fait, chacun des topics qu'on vous a donné très très brièvement n'est présenté pour la très grande majorité, voire l'intégralité de tous, qu'une seule fois. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il y a une date d'ouverture, mais surtout une date de clôture. La date de clôture est évidemment intangible. Vous arrivez 1 minute après la date de clôture, vous n'êtes pas éligible. Donc c'est extrêmement important. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces dates-là, vous avez à chaque fois la date d'ouverture et la date de clôture. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes entre 2021 et 2022, évidemment, et ce ne sont pas non plus les mêmes selon les destinations. Et même dans chacune des destinations, il y a plusieurs vagues. Mais encore une fois, sur chacun des topics, il y a une seule date. Donc ça dépend des topics. Vous verrez ça dans le programme de travail. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour 2021, les premières clôtures d'appel arrivent aujourd'hui. Elles sont définies pour début septembre. Donc plus précisément le 14 septembre 2021. C'est la destination 5 et la destination 1 où vous voyez que ce sont les dates les plus précoces. Mais les autres arrivent très vite, au mois d'octobre. Donc ça veut dire qu'il faut le préparer dès maintenant et ne pas attendre évidemment que les appels soient officiels. En 2022, vous verrez, les dates sont évidemment un peu plus tard et s'échelonnent sur des plages un peu plus larges. On en a fini pour les appels en tant que tels et je passe la parole à Benjamin et à Jean-Marc pour les aspects PCN. Non, c'est à moi de le faire, encore. Non. Alors, où trouver les informations utiles C'est évident que vous n'allez pas préparer uniquement avec ce qu'on vous dit aujourd'hui. Et vous avez une Bible, en quelque sorte, toute proportion gardée évidemment, qui sont 2 sites où vous trouvez l'intégralité des informations et un peu plus. Le premier, c'est le site Horizon Europe du MESRI, celui qui est donné justement horizoneurope.gouv.fr. Vous avez donc le lien sur la présentation où vous verrez le détail des appels, les événements
et notamment un événement qui va arriver très vite, qui est de la description un peu plus précise et détaillée par destination des topics. C'est en gros le même travail qu'on a fait aujourd'hui, mais où les collègues PCM vont rentrer plus dans le détail, mais je laisserai Benjamin en parler un peu plus tard. Et des fiches pratiques juridiques et financières et bien d'autres points. Et puis, donc ça relaie finalement la communauté française des informations. Et puis, vous avez évidemment le site de la Commission européenne avec un certain nombre d'informations, dont des informations qui sont, on va dire, également peut-être un peu moins importantes qu'on ne relaye pas. Et puis, il y a tous les portails finalement qui sont utiles pour vous et les éléments statistiques notamment, et puis les éléments de projets financés. C'est une mine d'informations, le site de la Commission, qui vous permet d'avoir un peu plus d'informations globalement et vous préparer au lancement des appels à projets. Et je crois que cette fois-ci, c'est bon. Et je laisse la parole à Annabelle. Merci Pierre. Donc nous allons passer au témoignage de Monsieur Yannick Bian de l'entreprise Chantier Bretagne Sud, dont l'entreprise a participé à un projet H2020 du défi 3. Donc le défi 3, c'est en lien avec les énergies. Donc c'est un témoignage très intéressant puisque Monsieur Bian, que nous remercions, va nous faire part de son retour d'expérience et va prodiguer quelques conseils que l'on ne trouve pas forcément dans les textes officiels, mais ô combien utiles et intéressants. Alors, Monsieur Bian, je pense que vous pouvez parler, mais peut-être pas forcément être vu. Je crois qu'il y a un petit souci technique. Est-ce qu'on vous entend? C'est parfait. Oui. Bonjour à tous. Effectivement, Yannick Bian du Chantier Bretagne Sud. L'idée, c'est d'apporter un témoignage, non pas sur le contenu du projet, mais plutôt sur comment s'est déroulé le projet et surtout d'apporter cette expérience qui était au final, on n'était pas préparé à ça. On nous a apporté de l'aide et l'idée, c'est vraiment de désacraliser en fait la partie projet européen pour la rendre utile pour de nombreuses PME. Donc le premier slide, c'est juste pour positionner l'entreprise. Donc on est un chantier naval qui travaille dans les navires à transition énergétique. Navire électrique. Donc on voit une image d'un catamaran de 12 mètres qui est pour l'observation des baleines, un catamaran électrique à propulsion vélique avec une éolienne, et dans le domaine des hydroliennes. Donc c'est un chantier maintenant de 58 personnes. À l'époque, on n'était que 11 personnes dans le chantier lorsqu'on a démarré le projet européen. Et voilà, ça va être un peu l'idée de parler de tout ça dans les slides suivants. Peut-être qu'Annabelle, on peut aller sur le slide suivant. Donc voilà, c'est juste une photo aérienne du chantier. Donc on a 1 hectare en bord de Riel-et-Tel, donc dans le sud de la Bretagne. Il y a énormément de courants. On parle de 6 nœuds de courant à marée haute et à marée descendante. Donc l'idée, c'était effectivement de cet inconvénient majeur pour la navigation, d'en faire un atout pour l'entreprise. Donc notre volonté, c'est de faire de ce site un centre d'essai, mais surtout de tester des prototypes et des innovations, parce que voilà, comme le disent certains de nos clients, si ça marche à Etel, ça marchera partout dans le monde, vu la complexité des zones de navigation. Voilà, on va peut-être passer au slide suivant. Voilà, donc ça c'est juste le slide pour imager le courant. On voit sur la photo de droite, on voit en rouge, c'est la zone où effectivement il y a un courant qui est extrêmement important. Donc on en fait un site d'essai pour nos constructions, donc les hydroliennes, des bateaux autonomes en ce moment, des bateaux électriques. Donc voilà, le concept, c'est si ça marche devant le chantier, bah voilà, on a quelque part déverminé tous les problèmes. Voilà, donc en gros, c'est pour revenir à la thématique du webinaire, donc le chantier, c'est un chantier historique qui a quasiment 80 ans maintenant. Je l'ai repris il y a 8 ans. Le chantier est à l'abandon depuis 20 ans. Ça, on parle de 2013. Donc pas de salariés, pas de savoir-faire, plus rien en fait.
Donc en 2017, on a en fait des personnes d'une agence de la région Bretagne qui s'appelle Bretagne Développement International, qui est venu nous voir et en nous disant bah voilà, n'hésite pas, fonce, on voudrait que tu puisses participer à un projet européen. Alors en 2017, ça faisait 3-4 ans, on était encore les manches retroussées pour pouvoir remettre le site en fonctionnement industriel. Voilà, mais voilà, ils ont été aidants, ils désacralisaient l'idée de pouvoir participer qu'une PME participe à un projet européen. Et voilà, enfin voilà, ils ont le nombre de fois ils m'ont dit oui, oui, c'est possible, vas-y, quoi qu'il se passe, on t'aidera. Donc il y avait vraiment voilà un soutien des acteurs institutionnels pour que les PME se positionnent sur ce type de consortium. Voilà, et c'est pas voilà, c'est pas juste des éléments de langage, c'est que c'est aujourd'hui un réel apport pour l'entreprise. Ça a changé la visibilité, les compétences de l'entreprise. Et voilà, pour terminer sur cette slide, ce que je voulais dire, c'est que le leader du projet, c'était une société écossaise. Et pareil, ils ont été rassurants et aidants. Ce qu'ils venaient chercher, c'était un outil et des personnes. Ce qu'ils voulaient, c'était effectivement qu'on arrive à tester une hydrolienne de très grande taille sur ce site d'essai. Et là où moi j'ai été vraiment très positif, c'est en 2017, ils ont imaginé là où serait l'entreprise aujourd'hui en 2021. Et ça, je trouve que c'est visionnaire de leur part parce qu'ils nous ont quelque part accompagnés, fait confiance dans des moments où on était effectivement qu'une dizaine dans l'entreprise. Et voilà, donc voilà, il reste une dernière planche, mais vraiment l'idée, c'est de pouvoir dire aux PME que c'est important d'y aller, qu'il ne faut pas avoir peur de ses compétences et de ses savoir-faire. Voilà, pour répondre au call, on a itéré sur les propositions techniques et financières, mais avec le concours du leader qui a été patient, qui a été aidant, et on a itéré de mémoire, on a fait quasiment une vingtaine de versions. Alors ça a changé complètement la stature de l'entreprise à plusieurs titres. Il y a effectivement, il y a l'aspect financier qui est pas considéré comme une aide au niveau français. Mais voilà, je vais d'abord dire que ça apporte au niveau humain parce que ça permet d'attirer des jeunes talents, d'attirer des personnes qui veulent. C'est dur pour une PME d'attirer des ingénieurs à fort potentiel. Et les projets européens permettent de donner du sens et de donner en fait une lisibilité pour les femmes et les hommes qui composent l'entreprise. Donc ça, pour moi, c'est l'apport majeur parce qu'une entreprise sans l'humain, il n'y en a pas. Ce qui nous a étonné, c'est que ça donne une dimension nationale à une PME, dans le sens où finalement, on est en contact avec des sociétés internationales européennes de renom. Et aujourd'hui, ça nous apporte un plus dans les autres projets parce qu'on a ces contacts qui facilitent, je pense typiquement au DNV. Aujourd'hui, on a un contact privilégié. On a des sociétés de calcul de structure avec qui on travaille. Et on ne s'attendait pas à ça. C'est qu'aujourd'hui, finalement,
la petite PME, ils sont venus chercher l'agilité, et nous, ça nous permet de rentrer dans d'être en contact avec des structures de stature internationale, hein, ce qui est clairement un avantage aujourd'hui pour le développement de l'activité, notamment quand on fait des prototypes avec des intégrations de systèmes complexes. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un témoignage en disant faut pas avoir peur. Moi, j'ai eu peur plein de fois parce que je me demandais si c'était pas trop tôt, si c'était pas trop compliqué. Et finalement, ça a accompagné et ça a changé la stature de l'entreprise. Donc voilà, c'est un témoignage peut-être un peu simpliste et pas technique, mais voilà, on est quand même dans du bénéfice pur. Merci Yannick. Donc je retiens en fait ce gain en fait pour vous de visibilité finalement et peut-être de notoriété aussi à travers la participation à ce projet H2020. Le fait que les subventions reçues soient considérées en fait en France ne soient pas considérées comme des aides d'État, ce qui est vraiment important pour les PME. Le fait que vous ayez pu aussi attirer de jeunes talents et que ça a permis de pérenniser ou en tout cas d'ouvrir un certain nombre de contacts. J'avais une question, s'il n'y en a pas dans le chat, en fait, est-ce que les partenaires du projet, hein, au-delà du projet, je crois qu'il n'est pas tout à fait terminé, je ne sais plus exactement, mais est-ce que c'est au-delà de rester des partenaires, c'est devenu pour vous, je ne sais pas moi, des nouveaux clients ou des nouveaux fournisseurs? Y a-t-il eu ou vous semble-t-il possible qu'il y ait de quelque manière que ce soit une pérennisation en ce sens des liens avec Alors, les partenaires? sur nouveaux fournisseurs complètement, Mmh. sur la partie le lien avec l'Europe du Nord, Mmh. on a trouvé effectivement, on a pu sourcer des fournisseurs dont on n'avait absolument pas connaissance. Sur la partie aujourd'hui apport de business, il y a pas mal de choses dans les tuyaux. C'est encore trop tôt à ce stade, Mmh. mais effectivement, on termine le projet H2020 autour de l'été 2022, et il y a, voilà, si on transforme ce projet-là, je sais qu'il y a il y a du business, on va dire voilà, en B2B qui va clairement Qui sortir. va croître, oui. Ben, je vous propose, enfin, je vous remercie, Yannick. Merci beaucoup d'avoir témoigné. J'espère que ça va donner l'envie à celles et ceux qui nous écoutent de postuler ou en tout cas d'ôter tous ces freins peut-être parfois inutiles pour vraiment se lancer dans l'aventure d'un projet Horizon Europe. On a peut-être quelques questions, Benjamin, sur la présentation en fait du cluster 5 et des appels que l'on a fait tout à l'heure avec donc Pierre. Je ne sais pas si tu peux en relayer une ou deux. Oui, alors on a eu quelques questions. Je pense qu'on ne va pas pouvoir toutes les relayer. Oui. Alors une question pour Annabelle. Est-ce qu'il y a des calls en lien avec donc l'énergie, que ce soit le PV, l'éolien ou autre, orientés sur des démonstrateurs en collaboration avec l'Afrique? Oui, alors, mais c'est plus les systèmes en fait, c'est plus, c'est pas forcément sur le PV. Je regarde juste dans mes notes parce que j'en avais noté 2. Il y en a 3 en fait pour les ENR en lien avec l'Afrique. Il y en a un sur ce qu'on appelle le Nexus eau, énergie, alimentation. En fait, vous savez qu'il y a une pression forte en Afrique sur l'eau et que ça a des conséquences sur la production d'énergie. Donc les pays africains ont besoin de disposer de leur propre modèle dédié pour simuler et estimer les pressions sur le lien eau-énergie, ce qui est crucial. Donc, il y a un appel sur cet aspect. Et il y a un autre appel aussi sur la démonstration de solutions plug and play innovantes pour la gestion de systèmes et le stockage des énergies renouvelables pour les applications hors réseau, toujours en lien avec l'Afrique possiblement. Et un dernier appel en lien avec l'Afrique sur la modélisation du système énergétique à UA. Ce qu'il faut donc, et dans ces appels, c'est spécifié vraiment au niveau de l'appel. Les pays de l'Union africaine sont exceptionnellement financés. En tout cas,
c'est vraiment précisé au niveau de chaque appel. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à chercher par mots-clés, et notamment africaines, pour les personnes qui s'intéressent aux potentiels sujets en lien avec l'Union africaine, mais c'est qu'il y a aussi à chercher, j'allais dire, en termes de mots-clés, par la mission innovation, qui, vous le savez, comprend un certain nombre de partenaires, dont des partenaires africains qui pourraient être aussi éligibles. Donc, ayez en tête ces deux mots-clés. Mais voilà pour l'Afrique. Et il y a également un appel en lien avec la destination 1, aussi en partenariat avec l'Union africaine. Voilà, il pleut des questions. Merci. Alors, une question pour Pierre. On se demande si dans la destination 6, sur le véhicule autonome, est-ce que les projets liés au train autonome peuvent être inclus? Tu es en silencieux, Pierre. Non, je ne disais pas trop, et même pas du tout. Là, en fait, sur le véhicule autonome tel que c'est présenté dans le programme de travail, c'est SICAM. SICAM, c'est le partenariat sur le véhicule routier. Donc, il n'y a que du routier. Si jamais il y a des systèmes qui sont compatibles, on va dire, ou en tout cas qui pourraient être à une échelle moins applicative, et qui peut être développé, oui, mais dès qu'on est sur de l'applicatif, vous trouverez plutôt le train autonome dans le partenariat Eurotrail, qui traite le rail dans sa globalité, et y compris la partie autonome, qui n'est pas un axe vraiment l'axe essentiel, mais qui est quand même un axe qui va être représenté. Alors, on a eu toute une série de questions sur les missions. Comme vous l'avez dit, pour l'instant, c'est toujours en cours d'élaboration. Mais a priori, est-ce que c'est réservé aux régions pour ce qui concerne la mission au changement climatique, ou est-ce que les autres collectivités territoriales pourront se joindre? Alors, ça pose la question de la définition en fait de la région. Alors, c'est vrai qu'en France, nous, on a une définition très précise puisqu'on a des régions administratives, mais que c'est pas ce sens-là. On est vraiment un sens plus large que ça. Et donc, ça peut être des communautés de communes, ça peut être un département si on reste toujours à l'échelle française. Bon, évidemment, il faut que ça ait une pertinence d'un territoire, mais c'est pas la région au sens français. Donc, toute région, toute communauté, j'allais dire, est éligible du moment qu'il y a une entité administrative qui la pilote. Donc, ça peut être la communauté de communes de je sais pas quoi, ou ça peut être la région transalpine s'il y a vraiment une autorité qui la pilote. Voilà. Alors après, il y avait une question pour Pierre. Alors moi, je ne suis pas très familier avec les abréviations, mais on demande si certains AMI s'adressent aux EPTI, où le programme est plutôt tourné vers les solutions industrielles. Alors, EPTI, est-ce que c'est pareil que ETI? Je vous avoue que je ne sais pas. Alors, ce n'est pas des AMI, hein, là, c'est des appels à projets. Hein. Là, tout ce qu'on vous a dit, c'est vraiment des appels à projets. Donc, ce n'est pas le concept AMI tel que l'on a aujourd'hui, enfin en France, hein, où on demande l'intérêt et puis des suggestions finalement. Là, c'est vraiment un appel à projet compétitif avec un dossier et puis avec un choix. Alors, si on parle des ETI, alors excusez-moi, PTI, voilà. Si on parle ETI, ben oui, en fait, les ETI, comme les PME, comme les grands groupes, c'est très très ouvert en termes de structure juridique, et les ETI peuvent tout à fait y répondre. En espérant que c'était bien votre question. Alors ensuite, une question pour savoir si les PCN seront les mêmes pour ces missions. Donc je pense que je peux peut-être répondre. Il s'agira des mêmes PCN. Donc la mission adaptation au changement climatique sera prise en charge par le PCN climat-énergie, et la mission ville sera prise en charge par le PCN transport. Je ne sais pas si... Oui, tu veux compléter? Non, avec juste l'idée également que pour toutes les actions un peu transverses, il y aura un PCN qui aura aussi cette tâche-là, mais c'est pas encore complètement construit. Donc on communiquera là-dessus quand ce sera fait. Est-ce qu'on a le temps encore pour une ou deux questions, ou on passe au suivant? Je pense que si l'on ne veut pas perdre tous nos auditeurs, on va avancer et clôturer dans les temps. Et puis on répondra par email aux questions que l'on n'a pas pu prendre durant ce webinaire. Benjamin, tu as la parole, tu la gardes. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Benjamin Viniger, le coordinateur pour le PCN Climat-Énergie.
Donc les PCN, les points de contact nationaux, sont là pour diffuser l'information et sensibiliser la communauté de la recherche et de l'innovation aux programmes européens. Donc nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner, que ce soit pour des questions sur les appels, pour de l'aide au réseautage ou toute autre aide que vous pourriez avoir besoin. On peut également participer aux événements que vous organisez. Alors en ce moment, c'est beaucoup de webinaires, mais on espère pouvoir participer bientôt en présentiel. Donc, comme je vous le disais, il y a deux PCN. Le PCN Climat Énergie, donc nous sommes une équipe de 4 personnes. Donc moi-même qui suis le coordinateur et 3 autres personnes qui travaillent avec moi. Donc pour vous informer, il y a donc une page du PCN sur LinkedIn et sur Twitter. Donc je vous invite à nous suivre. Nous essayons au maximum de transmettre de l'information en direct. Vous pouvez également demander votre inscription à la liste de diffusion. Donc vous nous adressez un email et je vous ajouterai à la liste de diffusion. Et enfin, sachez que vous pouvez adresser des questions directement au PCN via l'adresse générique que vous pouvez également retrouver sur la page contact du site Horizon Europe. Je passe maintenant la parole à Jean-Marc qui va présenter l'équipe pour le PCN Transport. Oui, bonjour. Est-ce que vous me voyez, m'entendez bien? On t'entend. Parfaitement. Oui, parfait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Benjamin. Donc j'ai Jean-Marc Zaccardi. J'ai effectivement le plaisir de faire dorénavant partie du nouveau réseau PCN Transport pour Horizon Europe avec Thilo Schoenfeld, donc qui malheureusement ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le voir là sur ce slide, notre équipe pour l'instant est un peu plus réduite que celle du PCN Climat Énergie puisque nous ne sommes que 2 et que notre coordinateur ou coordinatrice est en cours de recrutement. Alors néanmoins, nous sommes, Thilo et moi, d'ores et déjà disponibles, comme Benjamin vous l'a dit, pour vous aider, vous accompagner, si jamais vous avez des questions sur les appels qui ont été présentés précédemment, notamment par Pierre, dans les destinations 2, 5 et 6. Vous pouvez également nous adresser un mail à l'adresse générique PCN Transport et, si vous le souhaitez, adhérer à notre liste de diffusion que nous mettrons à jour régulièrement. Pour votre information, Thilo et moi sommes basés en région. Donc Thilo à Toulouse, région Occitanie, et moi plutôt du côté de Lyon et de la région Aura. Donc je vous informe de ce point-là si jamais vous souhaitez dans les mois qui viennent organiser des événements et que nous pouvons être disponibles en présentiel, ce sera avec plaisir. Alors, notre première action à très court terme que vous voyez sur ce slide, c'est concerne l'organisation de webinaires thématiques pour vous présenter, comme Pierre l'a mentionné, en détail les différents topics des 6 destinations. Donc, ça commence dès la semaine prochaine avec la destination 1 et la destination 5. Donc, destination 1, ce sera organisé par le PCN Climat Énergie et destination 5 par le PCN Transport. Et vous verrez en fait que les 6 destinations seront couvertes dans les 3 semaines qui viennent jusqu'au 22 juin. Donc, dans 2 semaines, vous aurez, si je me trompe pas, même 4 webinaires pour les destinations 6, destination 3 qui sera découpée en 2 webinaires les 16 et 17 juin. Et puis la destination 2 le 18 juin. Donc comme ça a été déjà introduit, la destination 2 sera couverte à la fois par le PCN Climat Énergie et par le PCN Transport, étant donné que les thématiques qui sont adressées dans cette destination sont relativement transverses, avec notamment la thématique batterie. Voilà, j'ai été très rapide. N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme ça ira mieux. Merci beaucoup. On demande si les webinaires thématiques seront enregistrés. Est-ce que les webinaires thématiques seront enregistrés? Oui, oui. Voilà, merci. Voilà, tout sera enregistré et vous aurez également accès aux slides pour ces webinaires, comme ce sera le cas pour ce webinaire-ci. Le mot de la fin revient à Pierre. Pierre. Oui, avant le mot de la fin, l'avant-dernier mot de la fin, pour vous dire que le coordinateur, oui, j'en profite, pour vous dire que le coordinateur, comme l'a dit Jean-Marc, du PCN Transport est en cours de recrutement, mais il est ouvert, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui est ciblé aujourd'hui.
Et donc, toutes les propositions seront regardées avec attention. Donc, du coup, n'hésitez pas à regarder l'annonce du poste et sur le site du Messery que vous connaissez et qui est sur le slide. Alors, on espère, hein, avec Annabelle, Benjamin et Jean-Marc, d'abord, déjà, première chose, on remercie Monsieur Bian pour commencer, Rosaline qui n'est plus avec nous. On espère finalement, par ce webinaire, avoir attisé votre curiosité, hein, par rapport aux appels du cluster 5 en particulier. Sachez que vraiment, ce sont c'est un instrument, comme on dit à l'Europe, c'est un instrument qui a beaucoup de potentiel, qui permet de vous financer très correctement. Alors, on ne rentre pas avec Annabelle, on n'a pas le temps, hein, de parler de modalités, de capacité, de propositions, de réseautage, etc., malheureusement. Mais sachez qu'il y a des taux de financement quand même, dans la grande majorité, entre 60 et 100%, et bien plus souvent près du 100%. Donc, ce sont des thématiques qui, je l'espère, vous motivent, et vous avez remarqué probablement qu'on est vraiment sur des technologies très avancées. C'est un choix, hein, tel que l'a dit Rosaline également, d'avoir des technologies très avancées qui visent pas demain, mais plutôt, enfin pas demain proche, mais demain un peu plus loin, et d'avoir des vraies solutions en rupture. C'est un programme qui est très ambitieux et c'est un programme qui est attractif. Donc, comme il est attractif, il y a une sorte de compétitivité entre les appels. Mais comme l'a dit Rosaline, et c'est tout à fait partagé par Annabelle et moi qui voyons finalement assez couramment les projets qui sont montés, vous avez toutes les possibilités, nous avons toutes les possibilités en France d'avoir des projets hyper intéressants et de participer. Alors, à chaque fois, ce sont des projets européens, évidemment, à des projets hyper intéressants. Et en général, le taux de succès français est bon à très bon. Par contre, le taux de participation n'est pas tout à fait. Voilà. Donc, les autres pays proposent plus que nous, ont moins cette appréhension à poser. Donc, avec Annabelle, on ne peut que vous encourager. Et pour cela, peut-être deux messages essentiels. Anticiper. Vous voyez, les appels à projets les dates de clôture arrivent très vite à très vite. Anticiper un maximum. Pour ceux qui n'ont pas construit ou qui n'ont pas participé à des programmes européens, ça prend du temps, évidemment. Donc, anticiper et travailler le réseau. Votre réseau, même en dehors des travaux européens, votre réseau est vraiment essentiel car il est bien souvent difficile finalement de connaître les projets qui se montent. Donc, du coup, votre réseau va être hyper utile par rapport à ça. Et je ne saurais que, et nous ne saurions que vous encourager à travailler, comme l'a dit Rosaline, l'impact qui est aussi un peu, quelquefois, un point un peu plus faible des propositions françaises, alors que le domaine de l'excellence est en général très bon. Donc sachez, mais vous en saurez un peu plus quand vous travaillerez ces aspects-là, que l'impact est noté à même hauteur. Donc voilà, c'était juste quelques mots, on va dire, de modalités pratico-pratiques. On reste à votre écoute. Vous voyez, vous avez des contacts. Annabelle, moi-même, les collègues PCN, le site Horizon Europe dont vous voyez le nom, toutes les informations et vous avez vraiment les cartes en main pour poser dès maintenant et pour préparer dès maintenant des appels à projets très intéressants et compétitifs sur ce programme qui est attrayant. Voilà, Annabelle, je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter de ton côté. Rien, tout a été dit, je pense. Merci Pierre. Et merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire qui, nous l'espérons, a été instructif pour vous. Prochaine étape, les webinaires dédiés, si vous voulez vous lancer dans cette aventure. Merci beaucoup à tous. Et avec 3 minutes d'avance, on vous laisse à vos occupations. Très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.